On est dans une échelle qui est différente, quoi. Voilà. C'est pas le prix, c'est le temps. Voilà. C'est tributaire. J'ai des clients qui discutent âprement des prix des fois. Et puis une fois qu'on est bon d'accord, on a l'air de dire bah dis donc, ça coûte cher, alors ils disent oui, d'accord, et puis ils vous disent bon, c'est livrable le mois prochain, par exemple. Hein, bah disent attendez, vous vous rendez compte l'argent que je gagnerai? Bah non, 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 vous attendrez 6 mois, minimum, si vous avez de la chance. Voilà, pour donner l'ordre de choses, quoi. La chose que les gens ont le plus de mal au monde à payer, c'est le temps. Personne ne veut payer le temps. J'ai un collègue qui dit ça, il dit quand tu es payé à l'heure, tu es à l'abri de la fortune. La base de ce qu'on facture, c'est le temps, il n'y a pas d'autre solution. Il y a pas d'autre solution. Puis faire une marge après sur le temps passé, et puis le temps en question, le tarif horaire est inférieur au garagiste. Donc évidemment, le garagiste, il travaille à 80-90 euros de l'heure, on n'est pas du tout dans ces eaux-là. On est entre 30 et 60 euros de l'heure. Il y a des collègues en province, ils travaillent pour 30 euros de l'heure. C'est-à-dire que quand on paye sa femme de ménage, on la paye plus cher à l'heure que nous-mêmes on se paye. Donc on est obligé de faire des heures considérables pour réussir à boucler les fins de mois. Mais on n'est pas les seuls. Enfin, on va dire les métiers de production sont tous liés à ce phénomène-là. Hein. C'est un de ces travaux, comme dans l'Antiquité, où le temps ne compte pas. Et donc, on travaille pour moins que le SMIC. Si il faut compter les heures qu'on passe, sûrement, on est très peu payé. L'échelle la plus basse possible, c'est la production. Bah, c'est ce qu'on écrase le plus, puisque derrière, tout le jeu de marge et de profit se fait à partir de ce prix-là. Donc c'est pour ça qu'on écrase tous les prix de production possibles dans tous les cas de figure. Et après, bah, voilà, quoi. C'est-à-dire que moi, si je travaille pour une galerie et que je fais une pièce qui va être présentée au client, on me demande pour 10 de faire une pièce de la qualité pour 50. Parce que le client, il va payer 50 et c'est lui qui va juger la qualité. Donc il y en a qui... Il y a des galeristes comme ça, on fait une pièce et puis on dit mais vous vous rendez compte, au prix où le client la paye, le détail là, enfin le mode de construction, on ne pourrait pas alléger, etc. Mais attendez, c'est le prix qu'il paye lui, c'est pas le prix que je touche moi. Moi je touche 1/5 de cette somme-là. Et vous voulez que je donne pour 5 fois plus, je veux bien, mais... Au bout d'un moment, c'est plus possible, on ne peut plus écraser, c'est pas possible. Et l'objectif, maintenant, se fait, enfin c'est le système des acheteurs classiques, c'est-à-dire que le truc, c'est de regarder le prix auquel on pense pouvoir vendre au client final, et ensuite on déduit toutes les marges pour arriver au prix de production. On essaie de voir si ça peut rentrer dans ce prix-là. Donc c'est plus le prix de production qui va générer après un jeu de marge, parce qu'après tout, si moi je peux vendre 1 et que le galeriste il peut vendre 3 ou 4, parce qu'il sait travailler son client, parce qu'il sait le faire, très bien. Mais il faut que le calcul se fasse dans ce sens-là. Et de plus en plus, le calcul se fait à l'envers. On regarde le prix où il pourrait arriver et on déduit. C'est comme ça qu'après on délocalise. Parce qu'on va chercher celui qui pourra rentrer dans cette grille de prix. Alors heureusement pour les métiers d'art et qui nécessitent des gros savoir-faire, des connaissances et surtout un accompagnement, des suggestions qui permettent que ça tienne la route tout en respectant l'esprit du projet. Enfin, vraiment, c'est ça la valeur ajoutée qu'on peut ramener. Bon, bah dans ce cas-là, la délocalisation était infiniment plus compliquée parce qu'on a affaire à des interlocuteurs qui n'ont pas forcément la même culture, qui vont réinterpréter autrement. Et là, beaucoup ont essayé et se sont cassés les dents et sont revenus à la maison parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un certain niveau de qualité de clientèle, il ne faut pas trop jouer à ça parce que ça ne va pas marcher, quoi. Mais quand même, la tendance est lourde actuellement d'essayer d'appuyer énormément là-dessus, précisément pour que les gars gardent leur marge tout en ayant des prix qui baissent. En fin de compte, le meilleur moyen pour faire fortune, hein, c'est de faire fortune sur le travail des autres. Hein. C'est quand même la recette magique. Hein. When I sell my work from my studio, I give people a discount
because, not like galleries take 50%, so therefore I usually give people 30 to 40% discount if they're buying directly from me, from the studio. I'm selling my work for the same price as I did 5-6 years ago because I prefer to be able to sell something for less money and make work and to sell it than try to make a lot of money and not sell enough. My price is probably a little bit lower than what it should be. Par rapport au travail que les pièces nous demandent, on n'est pas cher. Donc on ne veut pas baisser parce que sinon on ferme. Les notions de prix d'un artisanat, c'est quand même quelque chose qui est assez pifométrique. Et c'est assez difficile, mais il n'y a pas beaucoup de retours sur les éléments qui font que nos clients sont nos clients. C'est vrai que j'ai toujours cette surprise un petit peu de la façon d'aborder les choses. Quand on a fait des salons avec les collègues, on a fait des salons en commun, la détermination du prix est absolument infernale. On passe du simple au double, au triple, selon ce qu'on nous dit. On dit par exemple, ah oui, il faut un prix professionnel. Bon, là, il faut laisser du gras pour la galerie. Donc on va diviser le prix par deux, on va multiplier par deux. On se retrouve avec des notions de prix qui sont complètement délirantes. Et ça concerne particulièrement les pièces de création. Alors que quand ils sont sur des pièces qu'ils doivent réaliser pour des clients, comme tout le monde, l'artisanat c'est quand même un service pour un client. Là, ils prennent les notions classiques de construction, c'est-à-dire basées sur le temps de fabrication, le prix des matières, un peu de marge sur les matières, et puis vas-y quoi. Et pour leurs pièces de production, cette notion de prix, de savoir dans quoi ils s'inscrivent, est absolument infernal à déterminer. Alors je sais qu'en galerie c'était compliqué parce qu'il y avait des histoires de format, et qu'on m'a toujours dit que les petites pièces devaient valoir moins cher que les grandes pièces. Et je pense qu'il y a des pièces de petit format qui valent plus. Alors cher, c'est peut-être pas le truc, mais en tout cas qui valent plus, c'est sûr, que des pièces de grand format. C'est pas le format qui... Voilà. Il y a des notions particulières en plus dans la construction d'un prix, parce que par exemple, si on regarde l'exemple d'une table, du travail qu'il y a à faire pour réaliser une table, et du travail qu'il y a à faire pour réaliser un fauteuil, il n'est pas rare que le travail à faire pour le fauteuil soit supérieur au prix en temps au travail qui doit être fourni pour réaliser la table. Or, la logique d'un client, c'est d'acheter une table avec plusieurs fauteuils. Donc il aura beaucoup de mal à comprendre que le fauteuil individuellement soit plus cher que la table. Du coup, on va être obligé de construire un prix qui va tenir compte de cette façon de travailler, et en gros de faire le fauteuil quasi à prix coûtant, enfin vraiment serré autant que possible, et par contre de grossir un peu le prix de la table pour qu'il y ait une logique entre les deux. Donc le jeu de marge classique qui pourrait être on applique tel coefficient systématiquement, ça ne marche pas. Et la construction d'un prix pour des collections est vachement compliquée parce que précisément il y a des notions de l'acheteur, la façon dont il perçoit un prix d'une pièce par rapport à l'autre, et ensuite la notion de construction de ce prix pour pouvoir proposer quelque chose qui corresponde à l'acheteur. Et puis pour la construction du prix, des fois dans certaines pièces, il y a une particularité qui est quand même inouïe, c'est que parfois on a intérêt à fournir des matières premières qui sont réputées des matières premières précieuses, par exemple du bronze, du galuchat, du parchemin, des choses comme ça, parce que cette matière première, dans le prix, elle correspond à une tranche qui peut être de 20 à 40% du prix total. N'empêche que si on ne met pas cette matière première valorisante, on ne va pas réussir à la placer à un prix satisfaisant qui permet de payer les heures pour la mettre en œuvre. Et parfois, c'est la matière qui permet de faire passer les heures. Alors que si jamais on fait la même chose, qu'on passe les mêmes heures et qu'on met des matières plus pauvres, on ne pourra jamais passer le prix. Et ça, c'est intéressant parce que dans certains cas, il y a des matières extrêmement valorisantes. Moi, j'ai des collègues, ils ont beaucoup plus intérêt à vendre du bronze qu'à vendre du bois. Parce que le bronze a une image de matière première de luxe. Donc, on considère que c'est normal qu'une pièce avec des matières premières de luxe
soit plus cher qu'une pièce avec des matières premières pas de luxe. Dans le design, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y en a pas beaucoup de matières premières de luxe. Alors du coup, faire passer les prix, mais c'est encore plus compliqué. J'ai mes prix et il y a beaucoup de flux. Par exemple, les images ici, c'est les images que je peux utiliser dans le mur et dans le bouquin et dans le film. Et il y a différents moyens d'utilisation différents prix.